Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire en direct organisé par la CNU Québec en collaboration avec le Conseil québécois d'études géopolitiques pour souligner la Journée mondiale de l'eau. Alors, je tiens d'abord à remercier la nation Huron-Wendat d'accueillir le siège social de notre association sur son territoire. Alors, je m'appelle Caroline Richard et je suis la présidente de l'Association canadienne pour les Nations unies, la section de Québec. La CNU Québec a comme mission de contribuer à développer une meilleure connaissance de l'Organisation des Nations unies, de ses idéaux et de ses programmes. Bien que notre association soit basée à Québec, nos activités peuvent être suivies par quiconque au Canada et même à l'étranger. Il est d'ailleurs possible à tous et à toutes de devenir membre de notre association afin de contribuer, vous aussi, à notre mission. Nous vous invitons également à vous abonner à nos réseaux sociaux ainsi qu'à notre infolette afin de rester à l'affût de nos prochaines activités. Je vous informe d'ailleurs que notre Assemblée générale annuelle aura lieu demain, le 23 mars. Alors, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour obtenir les liens d'inscription si vous souhaitez y participer. Nous sommes virtuellement réunis aujourd'hui pour souligner la Journée mondiale de l'eau. Alors, cette journée a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993 et elle est une célébration des Nations unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est d'ailleurs de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6, soit eau propre et assainissement pour tous d'ici 2030. Cette année, la Journée mondiale de l'eau a pour thème la signification de l'eau pour les populations, sa véritable valeur et la manière dont nous pouvons mieux protéger cette ressource vitale. La valeur de l'eau dépasse largement son prix. L'eau a une valeur incalculable et complexe, que ce soit pour notre foyer, notre culture, notre santé, notre éducation, notre économie ou l'intégrité de notre environnement naturel. Si nous négligeons ne serait-ce que l'un de ces aspects, nous risquons de mal gérer cette ressource limitée qui est irremplaçable. Alors, pour aborder ce sujet fort intéressant aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'assister à une conférence de M. Frédéric Lasserre, professeur au département de géographie de l'Université Laval et directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Je vous remercie d'ailleurs chaleureusement, M. Lasserre, d'avoir accepté de participer à notre activité. C'est un réel honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, j'invite maintenant Philippe Grégoire à prendre la parole. Philippe est administrateur de la CNU Québec. Philippe sera le modérateur de la séance d'aujourd'hui. Alors, à toi, Philippe. Merci, Caroline, pour cette présentation. Donc, avant d'introduire le conférencier et la thématique de la conférence, je vais juste donner quelques instructions techniques. En fait, il s'agit d'une conférence d'une quarantaine de minutes qui va être suivie d'une période de questions de 15 à 20 minutes. Pour ceux qui auraient des questions, vous pouvez les poser tout au long de la conférence dans la boîte de clavardage mentionnée Q&A, donc pour les questions. Et comme aussi cette conférence est retransmise en événement Facebook Live, pour ceux qui auraient des questions qui suivent sur Facebook, vous pouvez nous écrire votre question dans la boîte de clavardage sur Messenger et on va s'assurer de vous poser, de retransmettre des questions durant la période de questions. Donc, c'est moi qui va dire de façon orale les questions conférenciers dans la période privée à cet effet. Donc, sans plus tarder, on va aborder le sujet de la conférence. Donc, au Canada, on a environ 20 des réserves mondiales d'eau douce potable au monde. Donc, plusieurs pays n'ont pas cette chance et ces inégalités-là sont en plus amplifiées par les changements climatiques actuels et à venir, ce qui peut engendrer des conflits. Donc, la thématique de la conférence va porter sur l'égard de l'eau, à savoir s'il va s'agir de la nouvelle réalité du 21e siècle. Pour nous entretenir sur le sujet, je vous introduis M. Frédéric Lasserre. M. Lasserre est titulaire d'une maîtrise de commerce obtenue à l'ESC Lyon, d'un MBA obtenu à l'Université de York et d'un DEA de géopolitique obtenu à l'Université de Paris 8 et finalement d'un doctorat de géographie obtenu à l'Université Saint-Étienne. Il a travaillé comme consultant à l'Observatoire européen de géopolitique à Lyon, puis conseiller en affaires internationales au ministère québécois de l'Industrie et du Commerce, puis au sein d'Investissement Québec. Il est professeur depuis 2001 au département de géographie de l'Université Laval à Québec et dirige le Conseil québécois d'études géopolitiques. Il a mené de nombreuses recherches dans le domaine de la gestion de l'eau, au sujet de l'Arctique et en géopolitique des transports, sur les différents frontaliers maritimes en Asie et sur les politiques de la Chine.
avec son ouvrage L'éveil du dragon, les défis du développement de la Chine au 21e siècle, édité par les presses de l'Université du Québec. Il a remporté le prix du meilleur livre d'affaires 2006. Sans plus tarder, je vous laisse la place, M. Lasserre. Très bien, merci beaucoup, M. Grégoire. Merci beaucoup, Mme Richard, pour cette invitation. Il me fait plaisir d'être parmi vous pour diviser avec vous des questions des guerres de l'eau au 21e siècle. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite partager ma présentation. Alors, est-ce que cela fonctionne? Oui, ça fonctionne. Parfait. Donc, la question du jour est la suivante. Le 21e siècle sera-t-il celui des guerres de l'eau? C'est une préoccupation que l'on voit poindre de plus en plus dans les débats publics, dans les médias, dans la littérature scientifique. Question qui se pose parce qu'effectivement, avec le fait que la ressource en eau est finie, contrairement à une image qu'on pourrait avoir facilement dans nos sociétés avec l'abondance de l'eau, en fait, la quantité d'eau dont disposent les sociétés à travers le monde est relativement réduite. Et avec l'impact des changements climatiques, on peut effectivement aussi se poser dans la question dans quelle mesure les sociétés qui sont déjà affectées par une relative rareté de la ressource en eau, comment est-ce qu'elles arriveront à composer avec ces impacts des changements climatiques? Est-ce que cette rareté relative devenant de plus en plus importante pourrait déclencher des conflits? Alors, pour réfléchir à cette question-là, il faut donc se poser la question, est-ce que ces tensions pour le partage sur des bassins versants peuvent aboutir à des conflits, donc à des guerres ouvertes, pas simplement des tensions diplomatiques? On peut aussi se poser la question de quel genre de conflit. Est-ce qu'on parlerait de conflits entre des États? Est-ce qu'on parlerait de guerres déclarées entre des armées ou de simplement d'escarmouches? Donc, la question de l'intensité des conflits dont on parle. Est-ce qu'on parlerait plutôt de guerre civile? On va voir qu'en fait, la réponse à ces questions des guerres de l'eau est plus subtile que ce que l'on lit parfois dans les médias. Alors, l'idée de cette possible avènement des guerres de l'eau vient d'un double constat. D'abord, le premier, c'est ce qui est montré ici sur ces deux cartes, c'est la croissance de la rareté relative de la ressource en eau. Il n'y a pas moins d'eau qui circule, mais il y a une augmentation de la demande, une augmentation de la population. Alors, on voit sur ces deux cartes le stress hydrique, qui est un indicateur proposé souvent par les hydrologues, savoir la part des prélèvements en eau, donc de tous les usages que les sociétés humaines font sur la ressource en eau par rapport aux ressources disponibles. Et on estime, c'est un indicateur qui est relatif, mais on estime qu'en gros, à partir de 30-40% des volumes qui sont prélevés par rapport à la ressource disponible, on commence à voir des tensions, des difficultés de satisfaire l'ensemble des éléments de la demande. Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en 1995, il y avait, sans grosse surprise, des tensions assez importantes, donc une difficulté de satisfaire les besoins dans une bonne partie de l'Afrique du Nord, au Proche et au Moyen-Orient, des difficultés un peu moindres mais réelles en Asie centrale, dans le sous-continent indien. Et lorsqu'on fait la projection vers 2025, donc toute chose égale par ailleurs, mais avec l'augmentation des besoins induite par l'augmentation de la population, davantage de besoins en eau pour l'agriculture irriguée, pour l'industrie, pour la satisfaction des besoins personnels, on s'aperçoit que ces zones de forte tension seraient généralisées à l'ensemble de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le sous-continent indien, et les zones de tension plus modérées mais réelles seraient étendues, les États-Unis, Chine, une partie de l'Europe de l'Ouest. Donc, généralisation des difficultés d'approvisionnement à cause de l'augmentation des besoins par rapport à une ressource qui est finie. Et quand on met en parallèle cette première carte, donc de l'accroissement des prélèvements, donc de la tension sur la ressource, avec une carte des événements, des manifestations de tension diplomatique, ben, on s'aperçoit qu'il y a un certain parallèle. Sur cette carte, donc, sont reportés les types de conflits, de tensions portant sur le partage de la ressource en eau. Et on s'aperçoit que sur le bassin du Sénégal, le bassin du Nil, le Proche-Orient, l'Asie centrale, le sous-continent indien, il y a une relative corrélation entre la tension sur le partage de l'eau, donc la difficulté de satisfaire les besoins, et les tensions diplomatiques et politiques. D'où l'idée, effectivement, qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans le courant de ce siècle, la difficulté de satisfaire une demande croissante pourrait déboucher sur davantage de tensions, une tension croissante qui, elle, pourrait effectivement aboutir, si elle est mal gérée, à des conflits, à des guerres ouvertes. Donc c'est de là que vient cette idée des guerres de l'eau.
Là-dessus, deuxième facteur que j'évoquais tantôt, l'impact des changements climatiques, puisque ces premières cartes que j'évoquais ne tiennent pas compte de ce paramètre. Si en plus viennent s'ajouter des réductions de la disponibilité en eau dans certaines régions à cause des changements climatiques, on peut effectivement, légitimement, se poser la question, comment est-ce qu'on va gérer cette rareté relative? Alors, pour répondre, Monsieur Lassalle, oui, désolé de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez justement mettre votre présentation en mode diaporama? j'essaye. Voici. Est-ce que ça Ah, marche? oui, c'est super. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on peut regarder un petit peu ce qui se passe ce qui est dit dans la littérature sur les principaux exemples de conflits sur l'eau pour essayer d'analyser un petit peu si effectivement ça correspond à la définition qu'on peut donner de guerre de l'eau, c'est-à-dire de guerres qui sont déclenchées pour le partage, pour l'accès à la ressource en eau, et voir quels enseignements on peut en tirer. Alors, dans la littérature, on trouve quelques exemples que je vais passer en revue rapidement avec vous. L'exemple le plus fréquemment cité, c'est l'exemple de la guerre des 6 jours. Donc, la guerre qui a opposé Israël à ses voisins arabes en 1967, donc la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, et donc, dont on dit qu'elle a permis à Israël de conquérir le Golan, de conquérir la Cisjordanie, conquérir aussi le Sinaï qui a depuis été restitué à l'Égypte, et donc de s'approprier d'importantes ressources en eau. Alors, qu'en est-il exactement? En fait, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, dans un contexte de tensions très importantes entre Israël et ses voisins arabes, des difficultés, des tensions pour le partage de la ressource en eau aussi. En fait, au-delà des différents conflits qui ont eu lieu, qui ont émaillé les relations entre Israël et ses voisins arabes, il y a aussi eu des efforts pour essayer de partager la ressource en eau, essentiellement le bassin du Jourdain. On a commencé à négocier au début des années 50 sous l'égide des États-Unis. Donc, c'est l'émissaire M. Johnston qui a essayé d'organiser ces négociations. Et sur le plan technique, c'est important de le souligner, on est arrivé à un accord de partage des eaux du bassin du Jourdain. Simplement, il a été refusé sur le plan politique, donc par Israël et les pays arabes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une série de décisions unilatérales pour essayer de s'accaparer la ressource en eau. En particulier en 1959, Israël décide de construire unilatéralement l'aqueduc national, que l'on voit ici sur cette carte, qui donc prélève de l'eau à partir du lac de Tibériade et la distribue sur l'ensemble de son territoire. Ce que voyant, les voisins arabes évidemment très blessés, choqués de voir qu'Israël essayait d'agir unilatéralement, ont décidé, toujours dans ce contexte de très mauvaises relations entre Israël et ses pays arabes, de construire, unilatéralement toujours, un canal de détournement des eaux du Haut-Jourdain. Donc à partir du Liban ici, à travers le territoire syrien jusque en territoire jordanien, un canal donc pour prélever l'essentiel des eaux du Haut-Jourdain, un canal donc destiné à priver Israël de cette eau, donc avec évidemment des intentions manifestement de nuire à l'économie et à la société israélienne. Israël a répliqué en bombardant à plusieurs reprises le chantier du canal de détournement. Cette tension très vive qui en est résultée a quasiment débouché à un conflit dès 1966. Ensuite, le chantier s'est arrêté. La guerre a éclaté en 1967, mais évidemment, elle a reposé en partie sur des très vives tensions qui découlaient en partie de ce projet de canal de détournement. Que conclure de ce premier exemple? C'est qu'en fait, en 1967, lorsque la guerre des 6 jours éclate, le projet de transfert, de détournement des eaux du Haut-Jourdain est arrêté depuis déjà 1 an. Donc, c'est difficile d'en conclure que la guerre des 6 jours a été déclenchée uniquement pour le contrôle de la ressource en eau. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces projets et contre-projets de détournement des eaux du Haut-Jourdain ont contribué à aviver les tensions entre Israël et ses voisins, qui a abouti à son tour à l'éclatement de la guerre en 1967. Autre exemple souvent présent dans la littérature, sur le bassin du Nil, la très forte opposition entre l'Égypte, qui est donc tout à fait en aval, et puis l'Éthiopie, qui est en amont. Alors, sur le bassin du Nil, on a une caractéristique tropicale importante, savoir que, comme vous le savez, il y a la récurrence des crues du Nil depuis la plus haute antiquité, qui était déjà mobilisée par l'Égypte pharaonique, donc avec un débit très très important à l'automne, et puis ensuite un étiage prononcé sur la première moitié de l'année. Donc le Nil est aussi un fleuve qui vient pour l'essentiel de son débit des hauts plateaux éthiopiens, plus de 85-86%. Et par ailleurs, donc le climat désertique du Nil fait en sorte qu'il y a une très grande dépendance de l'Égypte par rapport à cette seule ressource en eau qui existe
sur son territoire, à part quelques aquifères, évidemment. Donc, un fleuve vital pour beaucoup de pays, à la fois en Éthiopie, au Soudan et en Égypte. Un fleuve qui est mis en valeur, qui est mobilisé pour la pratique de la production hydroélectrique et pour l'irrigation aussi en Égypte, au Soudan et, aimerait-on aussi, en Éthiopie. Alors, en Égypte, évidemment, les eaux du Nil sont mobilisées depuis des siècles, voire des millénaires, depuis l'Égypte pharaonique déjà. Et cette dépendance envers l'eau pour l'irrigation a été renforcée avec la période coloniale, les Britanniques ayant beaucoup développé la culture du coton dans la seconde moitié du 19e siècle. Les Britanniques se rendent compte aussi que gérer l'eau sur l'ensemble du bassin du Nil serait plus optimal si on construisait des barrages en Éthiopie. Pourquoi? Parce que, évidemment, construire des réservoirs sur la basse vallée du Nil en Égypte et au Soudan présente l'inconvénient que construire des réservoirs en plein désert induit de très fortes pertes par évaporation. Par exemple, le lac Nasser qui a été construit ici près du barrage d'Aswan perd à peu près 10 à 12 milliards de mètres cubes par année. Ça représente quand même un pourcentage très important du débit total du Nil, simplement à cause de l'évaporation dans un climat désertique. Donc, les Britanniques proposent aux Éthiopiens la construction d'un important réservoir près du lac Tana, ce qui est refusé par l'Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, l'Éthiopie a eu de mauvais souvenirs des ingérences étrangères, en particulier des attaques égyptiennes, italiennes dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, tout projet venant des Occidentaux est regardé avec énormément de méfiance et donc l'invitation britannique est refusée. Donc, face à ces échecs, les Britanniques, pour optimiser un petit peu la ressource en eau, encouragent l'Égypte à signer un traité avec le Soudan, qui est à cette époque-là encore colonie britannique, et on procède à un premier partage unilatéral des ressources en eau du Nil entre l'Égypte et le Soudan. Après l'indépendance du Soudan en 1956, l'Égypte, toujours dans cette optique de sécuriser son approvisionnement en eau, s'efforce de négocier un nouveau partage de l'ensemble des eaux du Nil, et il y a donc un nouveau traité qui est signé en 1959 que l'Égypte estime s'appliquer à tous les pays du bassin du Nil. Évidemment, ceci est récusé par l'Éthiopie, puisque l'Éthiopie dit « moi, je n'ai pas été invité à la table des négociations, je n'ai pas signé ce traité, donc il est nul et non avenu en ce qui me concerne. Vous avez partagé l'intégralité des eaux du Nil sans inviter l'ensemble des pays du bassin versant, donc votre traité ne fonctionne pas. » L'argument égyptien qui se développe de plus en plus, c'est que puisque l'Égypte utilise les eaux du Nil de manière fondamentale pour sa propre société, pour sa propre survie depuis des millénaires, elle a développé en quelque sorte des droits acquis, des droits historiques sur les eaux du Nil. Ce que l'Éthiopie refuse de reconnaître, l'Éthiopie développe plutôt l'idée les eaux du Nil viennent essentiellement de mon territoire, plus de 85%, on l'a vu. Je suis souveraine sur mon territoire, donc il est légitime que je puisse aussi utiliser les eaux de ce fleuve. Donc on a incompatibilité des principes juridiques qui sont mis de l'avant pour mobiliser les eaux du Nil. Donc on assiste à une croissance des tensions entre l'Égypte et l'Éthiopie, l'Égypte essayant d'empêcher l'Éthiopie de construire des barrages et de mobiliser les eaux du Nil bleu sur son territoire. Petite lueur d'espoir, à partir de 1989, on met en place une initiative diplomatique, l'initiative du bassin du Nil, qui est un processus de négociation pour essayer de parvenir à un partage. Alors, l'aspect positif de cette démarche, c'est que, au moins en mai, on invite à une table de négociation l'ensemble des pays du bassin versant. Les positions respectives sont adoucies, mais cependant, on a encore beaucoup de difficultés à trouver un terrain d'entente pour un partage de la ressource en eau. Et effectivement, depuis 1999, on discute, ça fait 22 ans, mais on n'a toujours pas trouvé de terrain d'entente pour partager les eaux du bassin du Nil. Il y a un accord qui a été signé en 2011, qu'on appelle le Nile River Basin Cooperative Framework, mais il a été récusé par l'Égypte et le Soudan, puisque l'Égypte insiste encore pour que ces droits historiques, qu'elle estime être ces droits historiques, soient inclus dans cet accord, ce que l'Éthiopie refuse. Nouveau rebondissement de cette dispute entre l'Égypte et l'Éthiopie, lorsque l'Éthiopie commence le chantier du grand barrage de la Renaissance, dont on a encore reparlé récemment, ce qui provoque une forte rhétorique verbale de la part du gouvernement égyptien. Le président Morsi avait à l'époque menacé d'attaquer le chantier du barrage. En 2015, on a essayé de trouver un terrain d'entente. On a cru que la déclaration de Khartoum allait permettre de trouver une solution diplomatique.
L'achèvement du barrage en 2020 et le début du remplissage montrent que, en fait, on en est loin. Il y a toujours énormément de tensions pour le partage des eaux du Nil. Les Égyptiens ne sont pas du tout d'accord avec le calendrier de remplissage que proposent les Éthiopiens. Et il y a encore énormément de tensions, de rhétorique importante au sujet de la gestion des eaux du Nil. Troisième exemple que l'on voit aussi souvent dans la littérature, c'est le partage des eaux de l'Euphrate et du Tigre, donc au Proche-Orient, avec la Turquie en amont, des eaux qui passent ensuite en Syrie, en Irak, avec l'Iran aussi comme état affluent du Tigre sur la rive gauche. Alors, comme sur le bassin du Nil, on a un fleuve avec des importantes variations de débit tout au long de l'année, beaucoup de crues printanières avec la fonte des neiges, et ensuite un débit qui diminue considérablement dans un climat semi-désertique, ce qui fait qu'on est souvent obligé de recourir à la construction de réservoirs pour assurer l'irrigation. La plupart de ces barrages se construisant malheureusement de manière totalement unilatérale, une autre caractéristique que l'on a observée sur le bassin du Nil. Donc, effectivement, on a des sociétés qui sont très dépendantes de l'irrigation à cause du climat semi-aride de la région. Des tensions qui peuvent être parfois extrêmement vives, comme en 1974, lorsque la Syrie a construit unilatéralement, encore une fois, le barrage de Tabqa. Il y a eu une mobilisation des armées de part et d'autre entre la Syrie et l'Irak, et la guerre a été évitée de justesse grâce à la médiation de l'Arabie saoudite et de l'Union soviétique. Et dans ce contexte donc d'utilisation très ancienne de l'eau, la plus haute antiquité, là encore une fois en Mésopotamie, par la Syrie et l'Irak, la Turquie, elle, pendant longtemps, n'utilisait pas ou très très peu les eaux de l'Euphrate et du Tigre sur son territoire, ce qu'elle veut commencer à changer à partir des années 70. La Turquie se dit, puisque l'eau coule sur mon territoire, je pourrais aussi m'en servir pour l'agriculture, pour la production d'hydroélectricité. Et donc, on veut lancer des programmes de mobilisation de la ressource en eau à des fins économiques. Donc, c'est en 1989 le lancement du projet GAP, qui est donc un acronyme en turc qui veut dire Projet de développement du sud-est anatolien, avec notamment la construction de 25 barrages, de 19 centrales hydroélectriques et l'irrigation de 1,7 million d'hectares qui sont prévus. Bon, ce projet suscite tout de suite des protestations vigoureuses, véhémentes de l'Irak et de la Syrie, qui craignent beaucoup que, avec le remplissage des réservoirs, l'évaporation induite, la consommation en augmentation importante en Turquie, il y a beaucoup moins d'eau qui soit disponible pour leurs propres besoins. La Turquie rétorque en disant d'une part qu'elle va garantir un débit de 500 mètres cubes par seconde qui, selon Ankara, serait suffisant pour satisfaire l'ensemble des besoins en Syrie et en Irak, à condition que les techniques agricoles et d'irrigation soient améliorées, qu'on gère mieux les infrastructures existantes. Donc, c'est une attitude un petit peu paternaliste, avec des arguments réels, ceci dit, mais un petit peu paternaliste, que la Turquie expose ses voisins irakiens et syriens, en les mettant, encore une fois, devant le fait accompli. Donc, on décide unilatéralement de construire tous ces barrages. Et la Turquie joue aussi beaucoup sur les divisions entre la Syrie et l'Irak pour aller de l'avant avec son projet. Alors, quels sont les objectifs de la Turquie? Elle veut mobiliser cette ressource disponible pour assurer son développement économique. Elle a aussi beaucoup de ressentiment par rapport à l'Irak et à la Syrie, qui eux-mêmes, dans les années 60, lorsqu'ils ont commencé à développer de nouveaux barrages, ne se sont pas trop enquis de demander l'avis de la Turquie, voir si on pouvait négocier effectivement un accord global. Et il y a surtout la question kurde. Comme vous le savez, les Kurdes sont un peuple à cheval sur plusieurs États au Proche-Orient, un peuple à qui les Alliés avaient promis la création d'un État à la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui n'a jamais été fait. Et donc, dans le sud-est anatolien, dans le sud-est de la Turquie, il y a une importante présence de cette minorité kurde qui est en but à une certaine répression de la part du gouvernement turc, qui est une guérilla militaire qui éclate vers 1984. Pour la Turquie, la solution, elle est à la fois militaire, elle est aussi économique. On pense qu'en développant, en assurant un certain développement économique, donc en haussant le niveau de vie de la population kurde à travers ces développements hydroélectriques, on va diminuer le besoin de se recourir à l'indépendance pour la minorité kurde. Donc l'idée étant à la fois d'utiliser la carotte et le bâton. On pense aussi qu'à la faveur de la construction de tous ces barrages, de tous ces réservoirs, on va quadriller le territoire avec des routes qui pourront ensuite être utilisées à des fins militaires. On va déplacer des villages qui allaient être ennoyés dans les réservoirs pour les replacer où on le souhaite, ce qui permettrait
effet induit, c'est certainement pas l'objectif premier, mais c'est un effet secondaire, de mieux contrôler le territoire et donc de lutter contre la guérilla. Pour la Syrie, la crainte principale, c'est de voir la Turquie utiliser tous ces réservoirs comme armes de pression sur la Syrie, dans un contexte de relations qui sont assez mauvaises depuis des années entre la Syrie et la Turquie. Donc on craint que finalement on utilise des barrages comme réservoirs, comme robinet, pour couper l'eau, pour faire pression sur la Syrie en cas de tension. Alors, la Turquie dit qu'elle ne le fera jamais. Effectivement, en 91, en 2003, contre l'Irak, ça n'a pas été le cas. Mais en 1998, lorsqu'il y a eu des très vives tensions politiques entre la Turquie et la Syrie, coïncidence, on ne sait pas, mais le débit est passé significativement sous le seuil des 500 mètres cubes par seconde garanti par la Turquie. Donc, il fait que ça alimente au sein du gouvernement syrien la crainte qu'effectivement, les barrages pourront être à l'avenir des armes de pression sur la Syrie. Donc, dans ce contexte, évidemment, la Syrie essaye de contrer les pressions politiques de la Turquie et elle fait le choix de soutenir la rébellion kurde en finançant et en armant un petit peu la guérilla kurde en territoire turc. Un autre facteur de tension important entre la Syrie et la Turquie, c'est le contentieux territorial de la province du Hatay, qui avait été cédé en 1939 par la France à la Turquie à l'époque coloniale. Alors, je m'explique, je détaille un petit peu de quoi il s'agit. La province du Hatay, c'est celle-ci, donc riveraine de la Méditerranée. Vous avez ici la frontière entre la Syrie et la Turquie. Et évidemment, la Syrie n'a jamais voulu reconnaître cette cession faite par la France à la Turquie à la veille de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'essayer d'encourager la Turquie à rejoindre le camp des Alliés. Ça n'a pas marché d'ailleurs, puisque la Turquie est restée neutre après le cadeau et n'est entrée en guerre qu'en 1945. Bon. Il y a des négociations qui ont été proposées par la Turquie, en tablant notamment sur le fait qu'il y a un autre fleuve qui pose problème entre la Syrie et l'Irak. Il s'agit de l'Oronte, qui prend sa source au Liban, traverse le territoire syrien et ensuite se jette dans la Méditerranée, dans la province du Hatay. La Syrie adopte une attitude, un petit peu ce qu'elle reproche à la Turquie. Elle consomme énormément de l'eau du fleuve Oronte sur son territoire, ce qui fait que le débit résiduel qui passe en territoire turc est considérablement diminué et pollué après être passé en Syrie. Donc la Turquie propose à ce moment-là, dans les années 80, une double négociation à la Syrie, négociant conjointement un accord cadre sur les utilisations de l'Euphrate et de l'Oronte, comme ça nous pourrons harmoniser les usages et trouver une solution à ces deux problèmes hydrauliques. La Syrie a complètement refusé cette option. On comprend bien pourquoi. En fait, c'était un petit peu une pomme empoisonnée que la Turquie proposait à la Syrie, parce que si jamais la Syrie avait accepté de négocier un accord bilatéral entre la Syrie et la Turquie sur le fleuve Oronte, ça voulait dire implicitement reconnaître que l'Oronte est un fleuve turc aussi. Donc, et s'il est un fleuve turc, ça veut dire que cette province-là, où se trouve l'exutoire du fleuve Oronte vers la Méditerranée, ça veut dire que cette province est turque, ce que la Syrie refuse obstinément de reconnaître. Donc l'alternative, elle était claire pour la Syrie, soit accepter la négociation et à ce moment-là renoncer à sa revendication sur la province du Hatay, soit refuser la négociation et à ce moment-là porter l'odieux du refus de négocier avec la Turquie. Donc effectivement, les négociations ont été refusées par la Syrie et la Turquie ensuite a eu beau jeu de dire puisque vous ne voulez pas négocier, on ne discutera plus avec vous. Et c'est effectivement le cas. La Turquie refuse de négocier depuis l'échec des pourparlers en 1997. Depuis, évidemment, on est dans un contexte politique et militaire qui fait que tant l'Irak que la Syrie ne sont plus du tout en mesure de s'opposer à la Turquie, depuis la guerre en 2003 en Irak, depuis l'éclatement de la guerre civile en 2011 en Syrie, fait que maintenant, la Turquie va de l'avant avec son projet, mais évidemment, le cœur du problème n'est pas du tout résolu. Conclusion de cette première période, de cette première partie sur les grands cas de figure de guerre de l'eau, ce qu'il faut en tirer comme conclusion, c'est que l'eau n'est souvent qu'une des dimensions de la forte tension. Dans ces exemples archétypiques qui sont souvent mis de l'avant, Israël et ses voisins arabes, le bassin du Nil, le bassin de l'Euphrate et du Tigre, oui, il y a effectivement de très très vives tensions sur la ressource en eau, mais ça s'accompagne d'autres tensions très très importantes. Par exemple, sur l'existence même d'Israël, sur les contentieux frontaliers,
sur des contentieux territoriaux, par exemple la revendication syrienne sur les API. Bref, la rivalité sur l'eau, elle fait partie d'un complexe de tensions et c'est difficile de séparer juste la composante eau de l'ensemble des autres facteurs de tension. On voit aussi l'importance des gestes unilatéraux, c'est-à-dire des gestes qui sont décidés sans aucune concertation, sans même annoncer aux voisins l'intention de développer de nouveaux programmes. Par exemple, l'aqueduc national israélien en 1959, décidé sans aucune annonce de la part d'Israël envers ses voisins arabes. La décision du canal arabe de détournement, qui était manifestement destinée à nuire à Israël. La construction de barrages où on décide de ces chantiers sans aucune consultation avec les voisins, que ce soit en Syrie, en Turquie, en Égypte ou en Éthiopie. Par ailleurs, ces conflits ne visent pas à conquérir la ressource en eau, mais à empêcher l'adversaire de mener à bien ses projets. Par exemple, on veut détruire le canal de détournement des eaux. On veut dissuader la construction de barrages sur le territoire du voisin. On veut empêcher un pays d'utiliser la ressource. Et à la limite, on comprend bien pourquoi, parce qu'en fait, l'idée qu'on puisse aller conquérir la ressource en eau pose ensuite le problème, après la conquête, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut donc stationner des troupes à demeure pour contrôler l'eau qui a été ainsi conquise. Et ensuite, l'eau, c'est lourd. 1 m3 d'eau, ça pèse 1 tonne. Donc, transporter cette eau jusqu'à son territoire, ça pose ensuite la problématique de la rentabilité économique de cette capture de la ressource fondamentale. Donc, il est peu probable que des conflits éclatent pour aller chercher l'eau du voisin. C'est bien davantage pour empêcher l'adversaire de mener à bien certains projets que l'on peut envisager la perspective de conflit sur la ressource en eau. Bon. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des régions où la tension est extrêmement vive sur le partage de l'eau, qu'elle est cependant souvent assez indissociable d'autres facteurs de tension. Il y a des observateurs qui soulignent que l'eau peut parfois être un facteur de paix. Elle n'est pas forcément un facteur de tension, mais aussi parfois un facteur de paix. Et il est vrai que de nombreux conflits ont parfois été réglés, gelés grâce à des négociations. On peut penser par exemple à l'accord syro-irakien de 1975, à la suite de la crise de Tabqa, un traité entre Israël et la Jordanie en 1994, un traité entre l'Inde et le Bangladesh sur le barrage de Farakka en 1987. Un exemple archétypique de traité entre l'Indus et l'Inde et le Pakistan en 1960 est souvent mentionné. Vous savez que l'Inde et le Pakistan entretiennent des relations extrêmement mauvaises. Il y a eu 4 guerres entre les deux pays, 47, 65, 71 et 99, qu'il n'y a toujours pas de traité qui a été négocié. Donc, techniquement, juridiquement, elles sont toujours en état de guerre. Et malgré ces relations exécrables, on a quand même pu négocier et conclure un traité en 1960 sur les modalités de gouvernance de la ressource en eau de ce bassin, de ce fleuve, parce qu'il est absolument vital pour l'économie de ces deux sociétés. Bon, ceci dit, il y a des limites à la coopération. La confiance est nécessaire pour que la paix, grâce à l'eau, soit durable. Un exemple de ce constat, c'est que en 1994, le Botswana et la Namibie, avec des tensions importantes sur les eaux de l'Okavango, ont signé un accord pour créer une commission mixte de gestion. Donc, on pensait, les observateurs estimaient à ce moment-là que le conflit était réglé. Eh bien, patatras, 3 ans plus tard, de nouveau, on voit émerger une rhétorique extrêmement belliqueuse. L'achat d'armement de part et d'autre a repris parce que, de nouveau, le conflit avait éclaté. On n'était plus d'accord sur les modalités de mise en œuvre de l'accord signé en 1994. Sur l'accord de Farakka que j'évoquais tout à l'heure, le Bangladesh estime maintenant, à tort ou à raison, qu'il a dû concéder beaucoup trop par rapport aux concessions proposées par l'Inde. La mise en œuvre du traité de l'Indus, elle est parfois récurrente de part et d'autre, tant du côté de l'Inde que du Pakistan. Pour le moment, malgré tout, le traité a tenu. Il faut savoir qu'il connaît de nombreuses vicissitudes. Il est parfois attaqué par certains partis d'opposition. Et enfin, la Convention de New York de 1997, qui donc théoriquement régit la gouvernance des bassins versants, n'est entrée en vigueur qu'en 2014 et elle suscite assez peu d'enthousiasme parce que les États sont extrêmement réticents en fait à la signer, à la mettre en œuvre, parce qu'elle comporte évidemment implicitement de renoncer à la souveraineté en partie sur l'eau qui se trouve sur son territoire. Conclusion, de cette sous-partie, il existe effectivement de très nombreux accords de règlement des litiges sur la ressource. Donc,
l'eau peut être effectivement un facteur encourageant les États à négocier, à trouver un compromis pour optimiser la gouvernance de la ressource en eau. Cependant, ces accords ne sont pas toujours des panacées. Ce n'est pas parce qu'il y a signature d'accords qu'on a réglé définitivement le conflit. Ils ne garantissent pas que toute trace de tension soit réglée et surtout, ils risquent de ne pas fonctionner si la confiance n'est pas établie par les négociations qui président la signature de ces traités. Troisième point, est-ce qu'il pourrait y avoir des incidents, des conflits qui éclatent à l'échelle locale, au sein de sociétés? Les détracteurs du concept de guerre de l'eau affirment qu'il n'y a eu qu'une seule guerre de l'eau dans le passé. Ils ont fait des recherches dans les archives historiques et ils en ont trouvé une vers 2500 avant Jésus-Christ. Ils estiment que c'est donc la seule fois où un conflit a éclaté ouvertement pour un litige sur le partage de la ressource en eau. En fait, on peut douter un peu de la portée de leurs conclusions puisque dès qu'on fait des recherches dans les archives, en tout cas c'est ce que j'ai pu faire avec des étudiants, on trouve d'autres conflits qui ont provoqué des morts. La question à ce moment-là, c'est de savoir à partir de quel seuil, qu'est-ce qu'on peut qualifier de guerre de l'eau. Est-ce que c'est un conflit qui provoque quelques dizaines de morts, quelques centaines? Bref, il y a la question de l'appréciation de la nature d'un conflit dans ce débat. Ça, c'est pas très difficile, disais-je, de trouver des conflits en Asie centrale, en Afrique, au Kenya, par exemple, au Sri Lanka, dans le sud de l'Inde ou au Darfour, qui opposent des populations avec parfois des morts, une quantité très, très importante, en bonne partie pour la question du partage de la ressource en eau. Donc, voici un tableau qui n'est certes pas exhaustif, qui montre que déjà à l'époque de l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque plus contemporaine, il y a eu des exemples d'affrontements au sein de certaines sociétés, parfois même entre des États, pour le contrôle de la ressource en eau, donc ce qui semblerait se qualifier comme des guerres de l'eau. Évidemment, entre les guerres entre les deux Émirats de Bukhara et de Kokand, et puis des affrontements entre des villages, on n'est pas du tout dans la même échelle, on ne parle pas du tout non plus du même type de conflit, mais ces exemples-ci, donc, encore une fois, liste non exhaustive, montrent qu'il y a pu y avoir à travers l'histoire une certaine récurrence d'affrontements, parfois pour le contrôle de la ressource en eau au sein de certaines sociétés. Alors, deux exemples ici pour illustrer mon propos. D'abord sur le bassin de la mer d'Aral. Donc, on sait à l'heure actuelle qu'elle connaît un déclin précipité à cause de la surutilisation de la ressource en eau. On a des indépendances depuis 1991 qui sont difficiles à vivre depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Une très grande dépendance de ces économies d'Asie centrale de notamment la production d'hydrocarbures, mais aussi de l'exportation de produits agricoles comme le coton. Donc, d'où la difficulté de renoncer à la mobilisation très importante des eaux pour l'irrigation, qui contribue donc au déclin de la mer d'Aral. Il y a aussi une affirmation de souveraineté qui est sourcilleuse. On a beaucoup de mal à envisager une négociation avec les partenaires d'Asie centrale parce que on tient à souligner la souveraineté, qui contribue à la fermeture des frontières et à la difficulté d'établir des dialogues. Et c'est aussi difficile de revenir sur la répartition des fonctions économiques qui présidait à l'époque soviétique. Ce fait que certains États à l'heure actuelle sont encore investis de la production hydroélectrique. En tout cas, c'était le cas à l'époque soviétique. D'autres États ont été spécialisés dans la production agricole, mais remettre en cause ce modèle, évidemment, ne se fait pas facilement. Je m'explique et ça va nous permettre de comprendre l'incident de 1997. Donc, on a ici la vallée de Fergana, qui est un grenier agricole en territoire ouzbek. On a ici le territoire kirghize, donc beaucoup plus montagneux, moins d'agriculture, montagne avec des barrages, des réservoirs. Et à l'époque soviétique, le Kirghizistan avait essentiellement comme vocation de retenir ces eaux de la fonte des neiges, de turbiner de l'hydroélectricité et surtout de retenir l'eau, pour pouvoir la libérer ensuite en été pour favoriser l'irrigation au cours de la saison chaude. Depuis, l'Ouzbékistan a aussi découvert du gaz, donc on exporte au Kirghizistan, qui est relativement pauvre et a parfois des difficultés à payer ses factures de gaz. Donc en 1997, au début de l'année, le Kirghizistan se trouve en difficulté de trésorerie, ne peut pas payer ses factures de gaz, ce à quoi l'Ouzbékistan répond en interrompant ses exportations de gaz vers le Kirghizistan. On est en plein hiver, il fait froid, le Kirghizistan essaye de trouver des solutions pour assurer le chauffage de sa population et
se décide de turbiner davantage d'électricité. Donc, on ouvre les vannes en grand pour turbiner beaucoup d'électricité pour assurer le chauffage, mais ce faisant, et on peut penser que c'était un petit peu délibéré, on a tellement ouvert les vannes en grand que l'onde de la vague qui en a résulté a déferlé vers la vallée de la Fergana et a détruit beaucoup d'infrastructures, des canaux d'irrigation dans cette vallée, donc provoquant des dégâts assez considérables. Bon, ce n'est pas tout. Une fois l'été venu, les Ouzbeks, comme d'habitude, ont demandé à leurs voisins kirghizes d'ouvrir de nouveau les vannes pour assurer l'irrigation de leur culture. C'est à quoi les Kirghizes ont répondu, mais de l'eau, nous, on n'en a plus. On a dû ouvrir les vannes, souvenez-vous, parce que vous avez interrompu les livraisons de gaz. Donc, on avait besoin de produire de l'électricité pour pouvoir se chauffer. Donc, aussi, déficit important de la production agricole, parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour assurer l'irrigation. Alors, au-delà d'anecdotes, ce que ça souligne, c'est les tensions récurrentes, la difficulté de trouver une solution négociée pour une ressource qui est commune, une tension qui est largement imputable justement aux mauvaises relations qu'entretiennent les États et leur jalousie de préserver leur souveraineté, ce qui aboutit donc à l'impossibilité pour le moment de trouver une solution négociée à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Autre zone de tension, c'est le fleuve Kovri, dans le sud de l'Inde. C'est un exemple récurrent de tension importante provoquant des morts, qui est assez peu connu sur la scène occidentale, puisqu'effectivement, il y a peu de journalistes qui en parlent. Pourtant, c'est un vrai problème politique qui n'a toujours pas trouvé de solution. Alors, de quoi parle-t-on? On parle donc du bassin du fleuve Kovri dans l'Inde méridionale, essentiellement partagé entre l'État du Karnataka, donc en amont, et l'État du Tamil Nadu. Il y a deux autres États qui ont un petit peu de territoire sur ce bassin versant, mais ils sont mineurs. Un usage un petit peu comme en Égypte. Le Tamil Nadu a développé l'agriculture irriguée depuis fort longtemps, donc développé les arguments du style des droits historiques. Le Karnataka est arrivé plus récemment et estime lui aussi qu'il a droit à utiliser une partie des eaux qui se trouvent sur son territoire. Donc le conflit s'envenime au fur et à mesure que les besoins du Karnataka en amont augmentent et le Tamil Nadu estime quant à lui qu'il ne peut pas céder ses volumes puisqu'il a des droits acquis sur les eaux, sur les eaux du fleuve Kovri. On voit qu'il est difficile de trouver un accord puisque à eux quatre, les quatre États du bassin versant réclament 51% plus d'eau qu'il y en a dans le fleuve. Et déjà, les simples réclamations du Tamil Nadu et du Karnataka, on le voit, dépassent 100%. Donc, il va falloir faire des concessions, ce que les deux États n'arrivaient pas à faire, malgré le fait qu'ils soient démocratiques. Au contraire, on s'aperçoit que la démocratie est plutôt un facteur d'aggravation des tensions, puisque les partis politiques qui se succèdent dans l'État du Karnataka et du Tamil Nadu jouent plutôt la rhétorique populiste pour essayer de se faire réélire et accusent l'autre État d'être à l'origine du blocage des négociations. Donc, il y a un premier verdict d'un tribunal qui a été nommé par la Cour suprême, le Kovri Water Dispute Tribunal, qui impose donc un règlement provisoire qui vise surtout le Karnataka, premier jugement qui est récusé par le Karnataka. En 2002, la Cour suprême ordonne un nouvel arrangement qui est un petit peu modulé quelques années après, mais qui est encore une fois rejeté par le Karnataka. Des émeutes importantes qui éclatent dès les années 1990, qui provoquent énormément de dégâts matériels et plusieurs victimes. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à chaque été où le débit diminue de manière assez considérable, où donc la tension sur le partage de la ressource est assez vive, eh bien, il y a de nouveau éclatement de tension, alimenté, comme je le disais, en partie par les pouvoirs politiques qui n'agissent pas du tout comme éléments modérateurs dans ce conflit. Et donc, la dispute ne semble pas trouver de solution sur le plan politique. En 2007, le tribunal promulgue un troisième jugement qui est énoncé comme suit, donc un partage qui est proposé pour les États du bassin versant, jugement qui est encore une fois dénoncé par le Karnataka. Donc une situation très particulière où on ne trouve pas de solution sur le plan politique, où il y a eu des dizaines de morts dans les émeutes récurrentes depuis 1990, et où un des États fédérés, le Karnataka, à 3 reprises, a refusé ou a récusé un jugement de la Cour suprême ou d'un tribunal qui avait été nommé par la Cour suprême. Bon, donc effectivement, il peut y avoir des tensions très très importantes au sein des États qui aboutissent
à des conflits majeurs. Dernier point, pour prendre un petit peu de recul, est-ce qu'on pourrait effectivement trouver une situation, une évaluation un peu plus nuancée de cette situation? On s'aperçoit que le concept des guerres de l'eau est un thème dominé par ce que ma collègue Julie Trottier appelle deux concepts hégémoniques. C'est comme si soit le 21e siècle sera le siècle des guerres de l'eau, et donc ça va être une situation absolument apocalyptique, soit les guerres de l'eau n'existaient pas et donc n'existeront pas. Autre version de l'évaluation de la situation. Comme l'eau est un facteur de paix, la guerre de l'eau n'aura pas lieu. Donc, entre ces deux jugements qui semblent assez inconciliables, serait-il possible de trouver une position un peu plus équilibrée? En fait, il semble effectivement assez évident qu'il est ridicule de verser dans le catastrophisme. Les conflits pour la seule ressource en eau, on l'a vu, sont très rares dans l'histoire, participent plutôt d'un complexe de tensions. Donc, il n'y a pas eu vraiment récemment de tension majeure qui aboutit à un conflit pour la seule ressource en eau. En plus, de plus, on a vu, c'est une ressource qui est difficile à transporter, à accaparer. Il est aussi ridicule de penser que le passé est garant de l'avenir. De dire qu'il n'y avait pas de guerre de l'eau dans le passé, déjà c'est contestable, on l'a vu, mais en plus, est-ce que c'est garant du futur? Ben, ça voudrait dire à ce moment-là qu'il n'y a pas d'évolution majeure à l'heure actuelle. Or, nous vivons une époque avec des changements très, très importants, notamment parce qu'il y a explosion de la population mondiale, essoufflement des rendements agricoles, d'où la nécessité d'augmenter rapidement les surfaces irriguées. On assiste aussi à une baisse rapide des réserves hydrauliques et une généralisation des modèles de consommation occidentaux. Tout ça fait en sorte que c'est difficile de penser qu'il n'y a pas eu de rupture majeure dans l'histoire à l'heure actuelle. Donc, penser que le passé est garant de l'avenir, c'est aussi un petit peu réducteur, voire dangereux. Et puis de plus, il y a l'incidence des changements climatiques dont on doit tenir compte, qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent, mais on ne sait pas du tout dans quelle mesure ça affectera de manière significative certaines régions. Et donc, c'est un paramètre supplémentaire qui laisse entendre que le raisonnement par récurrence, le passé garant de l'avenir, c'est assez difficile de le défendre. Conclusion de ceci, on peut estimer qu'il y a une faible probabilité, en fait, de conflits interétatiques uniquement pour la ressource en eau. En revanche, ce qui est beaucoup plus probable, c'est qu'on assiste à la multiplication des conflits locaux, parfois, voire souvent attisés par des acteurs politiques dans le but d'instrumentaliser ces tensions. Ces conflits locaux pourraient traduire la rupture d'un équilibre local. S'il y a de moins en moins de ressources en eau pour assurer l'activité économique, voire la subsistance d'une part importante de la population, on pourrait voir une désagrégation du lien social, l'émergence de violences de moins en moins contrôlées par les autorités locales, un petit peu comme le scénario pessimiste de ce que Robert Kaplan, il y a une quinzaine d'années, appelait l'anarchie à venir à cause de la dégradation environnementale. Donc, c'est effectivement plus ce scénario-là qui me semble important de garder à l'esprit pour décrire la possibilité d'éclatement à l'échelle locale de conflits portant sur la ressource en eau. À ce moment-là, ça renvoie clairement à la capacité d'adaptation des sociétés, dans quelle mesure les sociétés à travers le monde seront en mesure de s'adapter à une rareté relative importante sur la ressource en eau. Et après, bien sûr, il faudra toujours tenir compte de l'incidence de ces changements climatiques. Est-ce qu'ils vont se mettre en place rapidement? Est-ce qu'ils vont avoir des impacts majeurs ou non sur la disponibilité des ressources en eau? Ça dépend aussi de la capacité des États à gérer leurs conflits préexistants. S'il y a une augmentation importante de la tension sur la ressource en eau, est-ce qu'ils arriveront à faire la part des choses et à ne pas mêler tensions possiblement préexistantes et difficultés de gestion de la ressource en eau, en gardant à l'esprit qu'il y a eu beaucoup plus de morts à l'heure actuelle dans des guerres civiles, des conflits civils sur la ressource en eau, que de guerres, effectivement, ouvertement déclarées sur la ressource en eau. Voici, j'ai fait un très, très rapide tour d'horizon. Ça me fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Lasserre, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. Aussi, un point que j'ai oublié de mentionner au début, c'est que M. Lasserre a proposé de nous rendre disponible sa présentation, donc on pourra la rendre disponible sur la page Facebook de l'ACNU Québec éventuellement, et la présentation est aussi enregistrée et va être accessible sur notre page Facebook peu après.
pour les questions, j'ai eu un premier commentaire que je vais transformer en question. En fait, c'est un commentaire de notre administrateur Pierre Guimond qui mentionnait qu'il est intéressant de constater qu'il n'y a pas de référence aux Nations unies en général dans la recherche de solutions diplomatiques aux enjeux. Donc, est-ce qu'on peut penser que, en fait, est-ce que les Nations unies ont été interpellées et non, et sinon, est-ce qu'on peut penser qu'ils pourraient être interpellés dans ce genre de conflit? Alors, c'est une très bonne question. Quel quel rôle pourraient avoir les Nations unies et ou un cadre juridique international? Je l'ai très rapidement mentionné en parlant de la Convention de New York de 1997. C'est donc la seule convention internationale. Il y a d'autres conventions juridiques, mais régionales, comme la Convention d'Helsinki, mais la Convention de New York est donc internationale. Elle se propose non pas de régenter directement les ressources en eau dans le monde. Les États signataires n'auraient jamais accepté un tel scénario, mais la Convention de New York propose un modèle de gouvernance que les États ensuite ont comme vocation de transposer dans leur réalité locale. Donc, la Convention de New York, c'est un texte qui est relativement court, ça fait une quinzaine de pages, donc propose les plus grands principes universels à développer pour mettre en place un système de gouvernance sur des bassins versants partagés donc entre plusieurs États. L'idée est donc de donner une espèce de recette sur ce qui semble être des approches gagnantes pour essayer de trouver des solutions, des compromis. Donc, on pourrait penser que ça aurait connu un certain succès. Comme je l'ai mentionné, en fait, cette convention a été ratifiée extrêmement lentement, d'une part, et d'autre part, elle est mise aussi en œuvre de manière en ordre dispersé, un petit peu à reculons, parce que beaucoup d'États rechignent euh, par rapport à cette composante importante de la Convention de New York, qui est de renoncer implicitement à une partie de sa souveraineté. Si vous acceptez de co-gouverner la ressource en eau à l'échelle du bassin versant, ça veut dire implicitement que vous reconnaissez que vous n'êtes pas complètement souverain sur l'eau qui se trouve sur votre territoire. Ça, il y a beaucoup d'États qui ont de la difficulté à accepter ce principe. Donc, les Nations unies sont intervenues indirectement en favorisant la négociation et la signature de cette convention. Ensuite, une fois qu'elle existe, c'est à la charge des États de faire diligence ou non pour la transposer dans leur réalité politique locale. Merci beaucoup pour cette réponse très éclairante. J'ai une autre question. Pouvez-vous revenir sur le point de commerce de l'eau virtuelle? Pourquoi le potentiel de cette solution est-il limité selon vous? Alors, l'eau virtuelle, c'est une solution qui a été mise de l'avant par plusieurs hydrologues, économistes ou géographes. L'idée étant que s'il n'y a pas assez d'eau dans une région pour un type de production, essentiellement l'agriculture, on peut arrêter de s'efforcer de produire des tomates, par exemple, ou des céréales sur notre territoire et aller se substituer à cette production par le commerce international. Donc, plutôt que de produire localement des tomates, aller les acheter sur le marché international, là où il y a assez d'eau pour la produire. Dans la pratique, cette solution se heurte à deux difficultés. D'abord, il faut être certain que les régions productrices de ces denrées qui vont être recherchées sur les marchés internationaux pourront satisfaire la demande. D'autre part, il faut aussi que la demande soit solvable. Autrement dit, si par exemple la production se met à être concentrée dans les mains de quelques pays, les prix risquent d'augmenter d'une part. D'autre part, il faut être certain que ces pays, dont certains sont des pays en voie de développement, auront les moyens de s'acheter ces denrées dont elles ont besoin sur les marchés internationaux. Il n'est pas du tout certain. Donc, le commerce de l'eau virtuelle comme solution partielle, évidemment, à la disparité de la disponibilité en eau, en fait, se heurte à ces deux écueils. Est-ce qu'il y a suffisamment de production partout? Donc, est-ce qu'il y a suffisamment d'offres sur les marchés internationaux, d'une part. D'autre part, est-ce que les pays demandeurs seront forcément solvables? On voit par exemple l'Égypte qui dépend de plus en plus de l'importation de denrées agricoles pour satisfaire les besoins de sa population, à une balance des paiements qui se creuse d'année en année. Donc, ça pose vraiment la question, est-ce que les pays à forte population et qui sont obligés de se tourner vers les marchés extérieurs, est-ce qu'ils pourront toujours honorer les factures? Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question. On constate aussi que ce tour du monde des conflits et tensions bilatérales sur l'eau touche des pays sans grande histoire démocratique, ou si ce n'est pas le cas, comme Israël, des pays avec des problèmes existentiels. En regardant la situation de l'eau qui se dégrade aux États-Unis, est-ce qu'il y a des exemples de pays amis qui ont bien géré la gestion de cette ressource entre eux? Alors, bien gérer la ressource, c'est un petit peu subjectif. On pourrait dire qu'ils ont des exemples
voisins qui ont su trouver un accord, bon ou mauvais, c'est autre chose, mais qui ont su trouver un compromis, un accord. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de bassins versants internationaux où donc se pose la question à des degrés divers du comment du partage de la ressource en eau et qui n'aboutit pas nécessairement à des fortes tensions. Vous avez parlé des États-Unis. Effectivement, entre Canada et États-Unis, entre États-Unis et Mexique, il y a eu parfois des négociations houleuses, difficiles sur la question du partage de la ressource en eau, en particulier entre États-Unis et Mexique. C'est vraiment un compromis qui satisfait plus ou moins le Mexique, faut pas se le cacher, mais qui accepte malgré tout d'honorer sa signature. Ça ne veut pas dire que le Mexique est content de la solution qui a été proposée, voire imposée par les États-Unis, mais on fonctionne avec ça. D'autres exemples, il y en a en Europe. Il y a aussi beaucoup de bassins partagés, particulièrement entre Espagne et Portugal, où l'Espagne en général état d'amont, le Portugal état d'aval. Là encore, on a trouvé des solutions qui sont diversement vécues, mais avec des accords qui tiennent malgré tout. Donc, on pourrait comme ça multiplier des exemples où, effectivement, sur certains bassins versants partagés, on arrive à trouver des compromis qui tiennent parce qu'on estime aussi que même si on n'est pas complètement satisfait de la solution qui a été trouvée, ça ne justifie pas de dégrader les relations simplement pour cet élément-là. Merci. Une autre question d'Alexandre Tate. J'espère que je prononce bien le nom de famille. Bonjour, vous avez pris plusieurs exemples de fleuves internationaux. Les zones souterraines partagées pourraient-elles également susciter, selon vous, de fortes tensions entre les États? Alors, excellente question. Oui, le partage des aquifères, des eaux souterraines, pose aussi des problèmes. Là, j'ai essentiellement parlé des eaux de surface, donc des bassins versants avec les fleuves et les rivières. Il y a parfois des tensions qui découlent de désaccords sur la façon d'utiliser les aquifères, les eaux souterraines. Il y a des tensions, par exemple, entre l'Arabie saoudite et la Jordanie, entre l'Égypte et la Libye, entre l'Égypte et le Soudan. On pourrait comme ça citer d'autres exemples de désaccords sur la façon de mobiliser les eaux des aquifères, sachant que les aquifères sont encore plus difficiles à appréhender comme gouvernance partagée que les eaux de surface, puisque souvent on ne connaît pas très bien la quantité d'eau et sa configuration. Les eaux de surface, en général, on sait assez bien, même si on a de la difficulté à partager l'information, on connaît assez bien le régime hydrologique, le régime des précipitations, les débits attendus, alors que pour les aquifères, il faut faire des sondages, il faut trouver, inventorier les quantités qui sont disponibles. C'est une information que souvent les États ont beaucoup de difficultés à partager avec les voisins. Donc souvent, on est un petit peu dans l'incertitude face aux quantités qui sont disponibles et on ne partage pas non plus l'information sur les usages sur son territoire. Donc, il y a d'autres types de difficultés, parfois importantes, par rapport à la gouvernance commune des aquifères. Et il y a eu un projet de négociation de traité international sur justement qui intègre les aquifères. Ce projet de traité n'a toujours pas abouti. On négocie encore un projet de traité qui illustre encore une fois la difficulté de trouver un cadre juridique librement consenti par la communauté internationale pour réglementer ou en tout cas proposer des solutions pour la gouvernance commune de ces aquifères. Merci beaucoup pour cette question. Moi, j'en aurais une aussi pour vous. D'après vos connaissances en géopolitique, en fait, quels sont les endroits dans le monde qui risquent de vivre des conflits ayant pour terme l'eau dans les prochaines années ou prochaines décennies? Est-ce que vous êtes en mesure d'avoir un certain portrait de ce qui pourrait arriver? Alors, mon expérience me dit que les boules de cristal sont souvent des outils très, très approximatifs. C'est difficile, surtout sur le long terme, de faire des projections. A fortiori sur le long terme avec l'impact des changements climatiques, ce que j'ai évoqué, puisque c'est très difficile à l'heure actuelle. On n'a pas les modèles de calcul suffisants, les modèles météorologiques suffisants pour prédire avec un certain degré de certitude l'impact sur les quantités disponibles. Mais ce qui est certain, c'est que on sait que d'après les recherches dans les changements climatiques, les régions qui sont déjà affectées par une rareté relative de la ressource en eau, donc le Proche-Orient, l'Asie centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, seront encore plus affectées à l'avenir par les changements climatiques. Donc, lorsqu'on a des sociétés qui vivent déjà des tensions politiques avec des difficultés parfois domestiques de gestion de la ressource en eau,
si on surimpose là-dessus des changements climatiques qui pourraient aggraver encore les tensions sur la ressource en eau, on pourrait penser que c'est vraiment là qu'il faudrait faire attention. Ceci dit, j'ai aussi souligné l'importance de la dimension des conflits locaux. Là, ça dépend beaucoup aussi de la capacité d'adaptation des sociétés. Donc, on pourrait très bien voir éclater des conflits importants à l'intérieur de certains États, dans des sociétés de plus en plus désagrégées par les difficultés économiques et l'impact des changements climatiques. Donc, moi, je soulignerais toujours l'importance d'être vigilant dans les zones déjà aux économies fragiles, avec une certaine rareté de la ressource en eau, donc toute la bande sahélienne, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, l'Asie centrale, le sous-continent indien, où malgré la présence de la mousson, on est souvent confronté à des difficultés de gestion de la gouvernance de l'eau en période de saison sèche. Donc, ce serait vraisemblablement là, moi je dirais qu'on pourrait s'attendre à une dégradation des conditions avec un accroissement des tensions. Il n'y a pas de déterminisme, ça ne veut pas dire que forcément les conflits éclateront dans ces régions-là, mais que c'est vraiment là qu'il faudrait faire attention. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne vois pas pour le moment d'autres questions. Donc, si vous voulez, je vous laisserai le mot de clôture. Comme vous, en fait, le webinaire a été fait en collaboration avec le Conseil québécois d'études géopolitiques. Donc, je vous laisserai parler en son nom là, pour le mot de clôture de notre conférence. Oui, alors la question me semblait tout à fait pertinente à aborder dans le cadre de cette journée mondiale de l'eau. Donc, quelle est la problématique de la possible éclatement de conflits à l'avenir sur la ressource en eau? Bon, je pense qu'il est important de souligner qu'il y a beaucoup de tensions qui existent à travers le monde pour le partage de cette ressource, mais j'ai insisté là-dessus, j'espère que je l'ai bien souligné dans mon propos, il n'y a pas de déterminisme. C'est pas parce qu'il y a des tensions qui existent à l'heure actuelle que forcément on va aboutir à des conflits. Ça dépend beaucoup des paramètres que sont la capacité d'adaptation des sociétés et les choix politiques des différents paliers des différents gouvernements qui sont impliqués. Donc, comment ils vont gérer la tension sur la ressource en eau par rapport à d'autres facteurs de tension. On met souvent aussi en parallèle ces guerres de l'eau avec la possibilité de tensions en croissance importante en Amérique du Nord, par exemple entre États-Unis et Canada. On sait qu'il y a eu beaucoup de projets, par exemple, d'exportation d'eau du Canada vers les États-Unis, avec souvent cette idée que les Américains sont très désireux de venir chercher l'eau du Canada. En fait, il y a effectivement eu, depuis les années 60, beaucoup de projets émanant de sociétés américaines et aussi beaucoup de projets d'exportation de compagnies canadiennes, de compagnies d'ingénierie, d'une part. D'autre part, on s'aperçoit aussi que depuis quelques décennies, en fait, ces projets n'ont plus tellement la cote, c'est moi l'expression, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les gouvernements, les finances publiques ne permettent plus le financement de tels projets qui coûteraient extrêmement cher. Aussi parce qu'on s'aperçoit que l'augmentation de la demande, elle semble de plus en plus maîtrisée dans un contexte de rareté relative de la ressource en eau aux États-Unis. On essaye de faire des efforts et on se rend compte que la chimère de toujours augmenter l'offre disponible pour satisfaire une demande croissante, c'est quelque chose qui est un petit peu illusoire. Donc, on cherche davantage des solutions du côté de la tarification, du côté de la réglementation, d'amener aussi les différents acteurs de la demande, l'agriculture, l'industrie, les villes, à négocier une meilleure gouvernance de la ressource en eau, ce qui fait que beaucoup d'États de l'ouest des États-Unis se rendent compte qu'il y a assez peu de chances que des projets d'importation à grands frais de l'eau du Canada puissent un jour aboutir. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il faut se rassurer qu'il est assez peu probable que les grands projets d'importation d'eau du Canada nous soient imposés un jour par les États-Unis. Merci beaucoup pour ce mot de clôture et pour votre présentation encore. C'était très intéressant. Je crois que les participants ont bien apprécié. Eh bien, merci beaucoup. J'ai été ravi de cet exercice.